Bonjour à toutes et à tous, je me trouve aujourd'hui dans les Alpes, à Grenoble, au synchrotron, l'institution qui s'appelle l'ESRF pour European Synchrotron Radiation Facility. Donc le synchrotron, c'est ce que vous voyez derrière moi, là, ce bâtiment-là. C'est un accélérateur de particules qui va donc accélérer les électrons. Alors comment ça marche? Rapidement, vous avez une sorte de tube en cercle et ça se voit très bien vu du dessus, donc je vais vous mettre une petite photo là pour vous montrer le cercle du synchrotron. Donc c'est un tube qui est en cercle, et à l'intérieur de ce tube, donc dans lequel le vide est fait, il y a des aimants, des électroaimants très puissants, et ces électroaimants vont accélérer les électrons à très grande vitesse. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quelque chose d'assez proche de la vitesse de la lumière. Alors je m'excuse pour le bruit, c'est un environnement bruyant parce qu'il y a beaucoup de machines à l'intérieur et à l'extérieur. Hein. Mais bon, je pense que vous me pardonnerez aisément le fait que l'environnement est à ce point bruyant. Et puis il y a l'autoroute qui passe à côté. Mais bon, je voulais quand même vous montrer le bâtiment parce que c'est quand même un truc assez sympa. Et donc ces électroaimants, ils accélèrent les particules, les électrons en l'occurrence, assez proche de la vitesse de la lumière, donc si je ne m'abuse. Et donc je vais vous montrer pareil une petite photo de ces électroaimants ici, une petite vidéo. Je vais voir ce que je vais faire, si je préfère faire une vidéo. Donc et ces électroaimants accélèrent les électrons. Les électrons vont ensuite passer dans d'autres types d'aimants, et ce sont des aimants qui sont des bending magnets. Et ces bending magnets en fait vont obliger les électrons à zigzaguer. Et en fait, ce zigzagage va faire que les électrons vont se mettre à dégager des rayons X. Et ces rayons X, ils vont passer dans ces trucs-là. Là, ce que vous voyez là, vous voyez 1, 2, 3 blocs de béton linéaires juste derrière moi. Ces blocs de béton linéaires qui sont tangents au cercle du synchrotron. Ces blocs de béton linéaires, ce sont les beamlines. Donc c'est par là que les rayons X filent dans ces bâtiments-là où se trouvent les récepteurs. Donc les récepteurs se trouvent là dans le bâtiment vers lequel je me dirige. Et ces récepteurs, en fait, c'est là que vont être réceptionnés les rayons X, pardon. Et c'est important de réceptionner les rayons X parce que entre les rayons X des beamlines et le récepteur du bâtiment qui se trouve maintenant à côté de moi, eh bien, on va placer des fossiles. Et ça, c'est très intéressant parce que les rayons X qui sont générés par ces accélérateurs de particules tels que le synchrotron, ils sont d'une extrême puissance. Et ça n'a rien à voir avec la puissance des rayons X qu'on utilise en imagerie médicale. Ce sont des rayons X qui sont capables de ioniser la matière, tellement ils sont puissants. Alors évidemment, on n'utilise pas des rayons ionisants sur nos fossiles. On n'a pas besoin d'arriver à un tel niveau de puissance. Mais ces rayons extrêmement puissants, ils vont quand même permettre de traverser la roche, des roches très denses, et d'obtenir aussi, de par la quantité de rayons X qui sont produits, ça va permettre d'obtenir une très grande netteté au niveau de ce que vous pouvez, enfin, une très haute résolution. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez ici, ce sont des impressions 3D agrandies d'insectes qui ont pu être scannés dans l'ambre grâce au synchrotron. Vous voyez le niveau de détail, vous imaginez ces insectes, ils font la taille d'insectes modernes, ils ont 40 millions d'années si je ne m'abuse, et vous voyez le niveau de détail qui a pu être atteint. Il n'y a pas que des insectes, hein. Vous voyez un petit amblypige là à l'arrière, c'est très mignon, ou un pseudo-scorpion, je ne suis pas sûr. Regardez l'araignée là. Bon, n'ayez pas peur, hein, c'est une araignée en plastoc, hein, elle est imprimée en résine, mais regardez l'araignée, ils sont arrivés à un niveau de détail tel qu'on voit même les poils sur les pattes de cette toute petite araignée. C'est un truc hallucinant. On voit même les yeux, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais on voit même les yeux de l'araignée. C'est un truc, et les ocelles des yeux sur ces scarabées. Évidemment, on peut scanner des gros trucs, on n'est pas obligé de scanner que des petits trucs. Là, vous voyez, c'est Alscaraptor. Alors ça, c'est une impression 3D d'Alscaraptor. Le vrai Alscaraptor, il est rentré chez lui. Donc, vous voyez, on peut scanner des gros trucs, et sur ces gros trucs, on va pouvoir obtenir de très hautes résolutions et un très beau contraste sur les rayons X.
Alors cette haute résolution, on va pouvoir l'utiliser par exemple pour faire de l'histologie, voir les petites cellules à l'intérieur des os sans avoir à les couper. Donc ça c'est le gros intérêt du synchrotron, c'est de faire des études non destructives des fossiles, parce que les fossiles, je vous rappelle que c'est une matière non renouvelable. Donc là je me dirige vers l'endroit où les scans ont lieu. Alors je ne peux pas rentrer dans la pièce où les scans ont lieu, parce que là on est en train de faire un scan en ce moment, donc je risquerais d'être irradié par les rayons X si je rentrais dans la salle où les scans se font. Mais je peux vous mettre une petite photo là, voilà à quoi ça ressemble. Bon alors j'interromps ma propre vidéo pour vous montrer en fait l'intérieur de la salle, l'intérieur du scan, comment ça fonctionne. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors il y a beaucoup de machinerie, mais on va essayer de simplifier le mieux possible. Donc ce que vous voyez ici c'est le spécimen que Kuda est en train de retirer devant vous. Alors la lumière rentre par là, c'est de là que sortent les rayons X, donc les beamlines c'est ici qu'elles s'arrêtent, la lumière sort par ce trou que vous voyez, traverse le spécimen qui se trouve normalement ici et va dans le récepteur qui se trouve là. Donc voilà, la lumière en fait, les rayons X vont traverser le spécimen et c'est à l'intérieur du récepteur en fait ici que les images vont être captées et c'est comme ça que ça marche à l'intérieur du synchrotron. Donc évidemment c'est la version ultra simplifiée, mais ça vous donne une idée un peu de à quoi ça ressemble. Donc voilà, on va pouvoir utiliser ces rayons X pour voir à l'intérieur des fossiles sans prendre de risque de casser le fossile. Et les dommages causés par les radiations sont très minimes puisque les radiations s'estompent finalement assez vite. En tout cas, les radiations générées par les rayons X s'estompent assez vite. Donc le dommage est vraiment minime et on peut voir à l'intérieur et on peut voir à très haute résolution et on peut voir avec un très beau contraste, ce qui permet d'étudier des fossiles. Et là, du coup, l'un des fossiles qu'on a amené, on en a amené beaucoup évidemment, mais l'un des fossiles qu'on a amené et qui est en train de se faire scanner au moment où j'enregistre cette vidéo, hop, je vais m'asseoir. Alors bon, l'image n'est pas très jolie en ce moment-là, l'image qui s'affiche à l'écran est pas super, mais ce que vous voyez là, c'est le scan qui est en train de se faire du gorgonopsien pour lequel j'avais fait un jour un fossile il y a maintenant 1 an ou 2 de cela, je crois que c'était avant le confinement. Donc le gorgonopsien que j'avais trouvé en 2018 à Velrebos en Afrique du Sud. Très joli crâne en 2 parties. Il est maintenant, en 2022, en train de se faire scanner au synchrotron. Et ça va nous permettre de voir les nerfs du gorgonopsien, notamment les nerfs qui innervent la face, pour voir s'il avait des moustaches ou pas. Parce que les moustaches ne coulent pas de source chez les thérapsides. Je sais que la mode en ce moment c'est de mettre des moustaches sur tous les thérapsides quand on fait des reconstructions, mais on ne sait pas, et en réalité il y a très forte chance que non, il n'ait pas eu de moustache, mais on peut voir les nerfs qui innervaient la région justement où se trouvaient les moustaches, donc qui s'appellent les nerfs trijumeaux. Ça se voit très bien grâce au synchrotron, et on peut les reconstruire et ça fait de superbes images, et ça permet de savoir du coup si oui ou non ils avaient des moustaches ou pas. On peut voir l'oreille interne, on peut voir l'histologie de l'os, l'histologie des dents. On peut même arriver à voir à l'intérieur des dents, on peut arriver à voir jusque les petites lignes de croissance des dents, ce qui nous permet de savoir quel âge avait la dent. Et donc ce fossile, il va être étudié par mon étudiant qui vient du Mozambique, qui est le premier paléontologue du Mozambique. En tout cas, le premier paléontologue diplômé du Mozambique. C'est le premier à avoir eu un master's. Et là, ce sera donc le premier à avoir une thèse quand il aura fini sa thèse sur ce gorgonopsien justement. Donc sa thèse, ça va être d'étudier ce gorgonopsien. Donc il vient de commencer cette année, il s'appelle Zanildo, je vous mets une petite photo là. Il s'appelle Zanildo et donc il va étudier ce gorgonopsien pour sa thèse. Et donc je voulais, le gros message de cette vidéo, c'est pas tellement de me vanter d'être allé au synchrotron, même si j'en suis très content. C'est vraiment un privilège, hein, je veux dire, de travailler ici, c'est vraiment super, quoi. C'est un environnement de travail qu'on ne voit pas tous les jours. Donc je suis très content d'être venu ici. Mais le gros message de cette vidéo, c'est surtout vous rappeler un peu la chronologie de ce gorgonopsien en fait. C'est-à-dire que le gorgonopsien, on l'a découvert, là je vous mets des photos, on l'a découvert en 2018, si je ne m'abuse. Février 2018. Donc ça c'est quand il a été découvert. Il a fini d'être préparé, je crois que c'était en 2020. Donc préparer, ça veut dire qu'on a réussi à enlever toute la croûte qu'il y avait autour pour arriver à transformer le caillou, enfin ça ressemblait à un caillou, maintenant ça ressemble à un crâne. Donc on a enlevé toute la croûte qu'il y avait autour en 2020.
En 2022, on amène ce spécimen au synchrotron pour qu'il soit scanné, pour pouvoir être étudié par mon étudiant qui va faire sa thèse dessus pendant 3 ans, au moins. Une thèse, c'est censé être 3 ans. Donc mon étudiant Zanildo va étudier ce spécimen pendant 3 ans, et donc à l'issue de ces 3 ans, si tout se passe bien, le gorgonopsien sera décrit. Et c'est juste pour vous donner une idée en fait du temps de la recherche, le tempo de la recherche. Rien ne sort par magie d'un processus de recherche, tout prend du temps. 2018, donc en 2018 le spécimen est découvert, et donc quand Zanildo aura fini sa thèse, on sera en 2025, ce qui veut dire qu'il y aura eu, si je ne suis pas trop mauvais en maths, 7 ans entre le jour de la découverte et le jour où la découverte est rendue publique et où ce gorgonopsien recevra un nom. Donc un nom d'espèce, puisque c'est une nouvelle espèce. Donc entre le jour de la découverte et le jour où ce truc devient officiellement une nouvelle espèce et va être publié dans une revue à comité de lecture et va être accessible au plus grand nombre, il se sera déroulé 7 ans. Et croyez-moi ou non, mais c'est relativement rapide pour ce genre de processus. C'est relativement rapide. Il y a des spécimens qui ont passé 23 ans à être préparés, par exemple le Tapinocaninus, que je vous montre là. C'est un squelette complet de dinocéphale qui vient aussi du Karoo en Afrique du Sud. Un peu plus vieux que mon gorgonopsien. Un peu plus vieux que mon gorgonopsien, mais pas de beaucoup. Et ce Tapinocaninus, il a été découvert par le professeur Bruce Rubidge quand il était étudiant en thèse. Il a fini d'être préparé 23 ans plus tard, alors qu'il était déjà professeur. Et il a été publié officiellement, en tout cas le squelette. Le crâne avait déjà été publié avant. Le squelette a été donc décrit et publié l'année avant sa retraite. Voilà. Quand on vous dit le temps de la recherche, c'est pas le temps des politiciens. C'est pas que je veuille faire de la politique, c'est juste à chaque fois on demande aux chercheurs de produire des réponses à une vitesse de décision politique. Et ça c'est arrivé pendant le Covid. Et là, c'était juste pour vous dire que, bon, après, la paléontologie, c'est une science où on prend notre temps aussi. Hein. J'avoue, c'est pas la médecine. Il n'y a pas d'urgence médicale, voilà. Mais voilà, c'est pour vous montrer que on prend pas des décisions à la vitesse de la société, quoi. C'est ça. On travaille pas à la vitesse de la société, donc on peut pas produire des résultats prend du temps, prend beaucoup de temps, et comme je vous l'ai dit, 7 ans, c'est considéré comme relativement rapide. Donc voilà, c'était Julien en direct du synchrotron de Grenoble, en léger différé, hein, comme d'habitude. Oh, regardez, un T-Rex. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!